D'abord, en quelques mots, je voudrais demander à chacun d'entre eux comment ils voient le paysage de cette année. Et puis au-delà, on ne va pas se contenter tout de même de parler de 350 jours. Mathilde, à toi. Une situation macroéconomique peut-être un peu meilleure que celle qui est anticipée aujourd'hui pour les États-Unis, notamment parce que je considère que le plan de baisse d'impôts américain a un impact structurel et pas seulement conjoncturel. Et les premiers indicateurs montrent que les baisses d'impôts ont permis d'accroître les capacités de production américaines. Et c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire l'offre crée la demande. Et c'est une politique qui est très différente de celle qui est menée en Europe, qui est une politique plus keynésienne, mais qui commence à produire ses effets. Donc je pourrais le développer tout à l'heure, mais le ralentissement de la croissance américaine qui est attendu pourrait être plus mesuré que ce qui est aujourd'hui prévu par le consensus des économistes grâce à cette réforme fiscale. En Chine, on a vu un ralentissement de la croissance, un point bas depuis une dizaine d'années. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ralentissement résulte de problèmes domestiques et pas de la guerre commerciale. Le ralentissement chinois résulte de la chute des investissements en infrastructure. Les investissements en infrastructure qui participent largement à la croissance chinoise ont reculé, ce qui est historique. Et ça s'est traduit évidemment par un ralentissement de la croissance mondiale, ou en tout cas ça a expliqué une partie du ralentissement de la croissance mondiale. Donc pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que ça signifie que les autorités chinoises ont la main sur la dynamique de croissance intérieure, indépendamment de la guerre commerciale. Donc là aussi, il me semble que la croissance chinoise pourrait se stabiliser, ce qui serait une bonne nouvelle pour la croissance mondiale et donc pour les marchés financiers. Évidemment, la zone euro est dans une situation plus difficile, et notamment parce que la zone euro, au-delà des aspects conjoncturels, devrait être la grande perdante de cette guerre commerciale. Premièrement, elle n'est pas armée pour tirer profit de ce que demandent les Américains, c'est-à-dire une ouverture des services financiers et juridiques en Chine en particulier. Et deuxièmement, la zone euro a beaucoup plus à perdre puisque c'est le premier exportateur mondial. Donc ça pourrait peser sur les perspectives d'activité en zone euro, mais il se pourrait que la zone euro succombe elle aussi, après les États-Unis et la Chine, à une forme de plan de relance. On a déjà vu que les déficits français, italiens, espagnols étaient révisés à la hausse. Et ça pourrait soutenir l'activité de la demande, mais encore une fois, ça serait un effet de très court terme qui pèserait à moyen terme sur la dynamique de croissance, puisque ça se traduirait par un accroissement des dettes publiques. Donc voici en très brièvement, mais c'est ce que tu m'as demandé, un panorama de nos dernières prévisions. Et on a une analyse un peu plus optimiste que celle du consensus à ce stade. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui fait du cycle dans le monde. Alors, il y a plein de trucs secondaires, c'est les voitures, enfin il y a plein de petites choses. Je crois qu'il y a quand même deux grands facteurs de cycle dans le monde qui sont nouveaux, plus ou moins. Le premier, c'est le pétrole de schiste américain. C'est quelque chose qui est extrêmement violent. Avant, on avait l'habitude du pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel, quand on fait un trou, on produit du pétrole 5 ans plus tard, pendant 20 ans. Donc c'est très prévisible, c'est des cycles très longs. Pétrole de schiste américain sont des cycles extrêmement courts. Donc les prix du pétrole montent en 2017 et au début de 2018. Immédiatement, on produit beaucoup plus de pétrole, 2 millions de barils de plus aux États-Unis en 2018. Et immédiatement, il y a trop de pétrole et les prix du pétrole rebaissent. Et donc on va se mettre à produire moins de pétrole aux États-Unis et les prix du pétrole vont remonter. Donc on a un cycle qui est à peu près sur un an. Donc du pétrole cher en 2018, bon marché en 2019, cher en 2020. Et c'est une déstabilisation, enfin je ne sais pas si c'est une déstabilisation, mais c'est le phénomène majeur derrière le cycle européen, par exemple. On pensait que le pétrole vaudrait $80 cette année, il vaut 60, c'est un point de croissance en plus. Un point, quoi. Donc on va pas, je pense qu'en France, on va faire 2 de croissance en 2019. C'est monstrueux et personne n'a l'air vraiment de voir ça. L'inflation française, elle était à 2,2 à la fin de l'année dernière. Elle va être vers 0,5 cet été, et c'est uniquement du pétrole, quoi. Donc, appelons ça déstabilisation. Enfin, c'est un cycle nouveau de fréquence 1 an et très violent. Alors, ça ne s'arrêtera que quand le pétrole de schiste américain sera complètement à son plafond et que les gens ne pourront pas produire plus, mais tous les ans, on est surpris, voilà. Et puis cette année, ça sera plutôt favorable. Donc cette année, c'est une bonne année. On est à $60 et on pensait qu'on serait à 80. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et les prévisions sont encore calées, d'ailleurs, plus ou moins sur 80, bizarrement, y compris les prévisions des institutions internationales. Et $20
pour la France, par exemple, c'est 1 point de PIB de moins de factures pétrolières. Donc c'est 1 point de PIB de revenus en plus. Donc c'est gigantesque. Alors bien sûr, aux États-Unis, ça joue pas aux États-Unis, c'est plutôt dans l'autre sens aux États-Unis, puisque eux sont producteurs. Mais pour la France, pour l'Europe, pour l'Inde, pour la Chine, pour le Japon, pour tous les pays qui sont très gros importateurs de matières premières, l'Afrique du Sud, la Turquie, etc., 2019 va être une bonne année. Je crois qu'il y aura une surprise cyclique qui n'est pas dû du tout à un mécanisme endogène, qui est dû à ce mécanisme bizarre du cycle du schiste, c'est qu'en réalité, 2019 va être une meilleure année dans tous ces pays que 2018. Nouveau, 2% de croissance en France, probablement, contre 1,4%. Et la seconde chose qui fait du cycle, alors Mathilde en a parlé, je pense que c'est la Chine. Il y a un stop-and-go chinois continuel. C'est-à-dire que spontanément, la Chine ralentit. La Chine ralentit, c'est un effet de saturation. Ils ont trop investi, trop acheté de maisons, trop acheté de voitures. Donc tout ce qui est construction, industrie, bien durable, a tendance à ralentir. Et quand ça devient trop violent et trop fort, le gouvernement chinois relance. Et donc il baisse les taux, il remet du crédit, il remet des dépenses d'infrastructure, et là la Chine repart. Donc on a aussi un cycle. Donc 2014-2015, c'est de très mauvaises années. 2017, début de 2018, une bonne année. La fin de 2018, c'est très mauvais. Et 2019 sera meilleur parce qu'il relance. Donc il y a cette lutte continuelle en Chine. Et alors ils ont évidemment des armes sans limite, puisque le déficit public de la Chine peut aller à n'importe quel niveau s'il le faut. Il n'y a qu'à taper dans les 47% d'épargne des ménages, et que les banques sont publiques et distribuent le crédit qu'en gros le gouvernement leur demande de distribuer. Les salaires augmentent de 10% par an, les taux des crédits sont à 4%, donc la politique monétaire est ultra expansive. Voilà. Donc on a deux cycles violents, le cycle du pétrole de schiste US et le cycle chinois, qui s'entrecoupent. Alors du coup, faire des prévisions, c'est compliqué parce qu'il faut combiner deux cycles qui sont des cycles assez courts. C'est 1 an et un an d'un côté, 1 an et demi de l'autre, et ces cycles se mélangent. 2019, les deux cycles vont être positifs. Pétrole bas et relance chinoise. Donc à nouveau, la mauvaise année, c'est probablement 2020, mais ce n'est pas 2019. Deux choses. Un truc très structurel, qui est qu'on est en train de régionaliser les chaînes de valeur. Ça, c'est très bien documenté. Il y a énormément de recherches américaines là-dessus très, très intéressantes. On a fabriqué dans les années 90 et 2000 des chaînes de valeur globales, on appelle ça, Global Value Chains, qui étaient mondiales. Une Nissan, par exemple, aujourd'hui, est produite dans 27 pays différents. Et on est en train de changer de modèle, ça c'est extrêmement clair. On est en train de passer à des chaînes qui sont régionales et qui sont beaucoup moins mondiales. Il y a toujours des chaînes de valeur, mais on aura par exemple des partages des tâches à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Asie, tu en parlais, à l'intérieur du continent américain. Et donc ceci réduit considérablement le commerce. Donc le commerce qui ralentit, c'est le commerce entre continents, et pas le commerce intra-régional. Donc on va vers une forme d'intégration commerciale beaucoup plus régionale et beaucoup moins mondiale. Les raisons, c'est des raisons politiques. Les pays veulent des contenus locaux. On ne vend pas un avion à un Indien si on ne le fabrique pas en Inde. Donc les contenus locaux, l'augmentation des coûts de production dans les émergents, qui fait que finalement, on s'aperçoit que le gain à avoir une chaîne mondiale. Et puis, Fukushima a quand même créé un choc. Les gens se sont aperçus qu'on pouvait arrêter toute l'automobile mondiale parce qu'il y avait un tremblement de terre en Chine qui arrêtait un fabricant de composants. Au Japon, en l'occurrence. Au Japon, excuse-moi. Et donc, il y avait une grande fragilité des chaînes globales. Voilà, donc je crois que c'est ça qui fait que, en gros, le commerce mondial, il augmente à peu près comme le PIB, alors qu'avant la crise, il augmentait comme 2 fois le PIB, en gros. C'est un sujet passionnant parce que les institutions internationales ont sorti un certain nombre de modèles pour dire que l'augmentation des droits de douane allait engendrer une baisse du PIB. Alors ça allait de moins 0,75 à 2, 3%. Et je trouve que c'est de l'idéologie parce que ces modèles n'intègrent pas les dernières avancées de la recherche en matière de commerce international. Premièrement, il y a ce qu'on appelle des détournements de trafic. Donc si les produits chinois sont exportés, sont taxés quand ils arrivent aux États-Unis, la Chine va s'arranger avec la Malaisie pour qu'un certain nombre de produits puissent partir de Malaisie. C'est ce qu'on commence à voir dans les flux de commerce intra-Asie. Et donc ça ne se traduit pas du tout par une baisse de commerce, mais par justement des flux de commerce qui sont différents. L'exemple le plus cité, c'est celui du soja américain, puisque les Chinois ont importé du soja du Brésil. Donc en matière de flux de commerce internationaux, ça n'a pas changé
changer grand-chose. C'est simplement les pays qui exportent et qui importent qui peuvent être modifiés. Et les évaluations qui ont été faites par les institutions internationales sous-estimaient cet impact. Deuxièmement, cette guerre commerciale intervient dans un contexte de politique nationaliste. Les Américains ont baissé significativement leurs impôts, ce qui fait que leurs entreprises sont plus compétitives. Et les Chinois, pour justement éviter un impact négatif de la politique américaine, ont décidé d'aider les entreprises, je cite, exportatrices et importatrices qui ont des problèmes de trésorerie. Donc on voit bien qu'on ne peut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs, ça n'a aucun sens, et que les chiffres qui ont été publiés pour faire peur, je ne dis pas que le protectionnisme n'a pas d'impact, je dis simplement que ça conduisait l'ensemble des analystes à surestimer ce qu'il était en train de se passer. Le problème des économistes, c'est que nous sommes des individus rationnels. Et alors donc du coup on se trompe énormément et rationnellement tout le monde, il me semble, dans le monde des économistes, y compris chez nos camarades britanniques, et la Banque d'Angleterre a fait un travail qui est tout à fait remarquable, que tu connais, a dit depuis le début que le problème c'était pas les services financiers. Les services financiers c'est totalement peanuts. Il va y avoir 14 traders qui vont aller à Paris voir les gilets jaunes le samedi. Enfin bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est l'industrie. Il y a au Royaume-Uni des hubs de très grandes entreprises qui produisent au Royaume-Uni pour l'Europe, pour le monde. Le plus gros c'est Airbus. Airbus a 100 000 salariés, y compris les sous-traitants. Vous les connaissez tous, Nissan, Toyota, etc., BMW. Et que ceci, c'est 1 million d'emplois industriels au Royaume-Uni qui disparaissent s'il y a des obstacles aux échanges. Et je crois que ceci a été compris maintenant par l'opinion anglaise, ce qui est un changement. Ce n'était pas du tout dans le débat. D'ailleurs, la ville au Pays de Galles où il y a l'usine d'Airbus a voté à plus de 60% pour le Brexit. C'est assuré que si on votait aujourd'hui, ils ne voteraient pas pour le Brexit. Ils ont compris qu'ils allaient être chômeurs. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise en compte au Royaume-Uni, y compris au Parlement et dans l'opinion, de ce qu'il ne faut pas mettre en danger cette montagne d'emplois industriels qui servent le reste du monde. La seule solution, c'est le libre-échange pour les biens. Et le libre-échange pour les biens, ça implique malheureusement pour les Brexiteurs que le Royaume-Uni adopte les normes et règlements et configurations européennes jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, donc je crois qu'on en est là et que toutes les personnes raisonnables au Royaume-Uni sont maintenant convaincues de ça. Alors le problème, c'est que ce débat est terrible. Quand il y a des types qui vont à la télé en Angleterre et qui expliquent qu'ils vont voter contre l'accord d'hier parce que justement ça implique que le Royaume-Uni devra respecter les normes et règlements bruxellois et que c'est insupportable, ils n'ont pas compris qu'ils allaient détruire 1 million d'emplois s'ils ne peuvent pas tamponner UE leurs produits. Donc honnêtement, il n'y a aucun économiste raisonnable. Mais j'ai dit ça l'autre jour à un client à Londres qui m'ont dit oui, mais t'aurais dit ça en 1914 sur la guerre. Donc effectivement, c'est un argument assez fort. Mais il n'y a aucun économiste raisonnable qui a une autre prévision depuis longtemps que nous allons avoir un libre-échange complet pour les biens. Voilà. Et c'est la seule chose qui importe finalement. Mathilde ? Peut-être une remarque qui est corrélée à ma réponse précédente, c'est que là aussi, comment voulez-vous évaluer l'impact ? Si on est raisonnable, si même le gouvernement britannique ne sait pas quelles seront les modalités d'échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Or, les modèles qui ont été faits par la Banque d'Angleterre ou le gouvernement, ils se basent sur quoi, puisque eux-mêmes ne savent pas comment vont être les échanges. Donc ça n'a aucun sens. Donc là aussi... Non, mais ça laisse penser... Oui, mais c'est toute chose égale par ailleurs, donc ça n'intègre pas la politique budgétaire qui a été engagée, le fait qu'ils augmentent un peu les dépenses sociales, donc c'est pareil. Donc là aussi, il faut faire attention. Au-delà de ça, c'est que ça a un impact négatif. Enfin, ils pensaient qu'avec la baisse de la livre qui était induite par l'incertitude, ça pourrait aider les exportations britanniques. On voit que c'est pas aussi simple que ça, et c'est ce que, pour le coup, les analyses laissaient entendre. Donc le Royaume-Uni devrait être le perdant de cette situation. Ça, je pense qu'il y a un consensus qui est partagé. Alors, en revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les services parce que un des enjeux, c'est de rapatrier une partie ce qu'on appelle les chambres de compensation qui permet de sécuriser des échanges de gré à gré entre les différents acteurs en zone euro.
Et il me semble que ça aurait un impact très positif pour la zone euro, parce que ça consoliderait son système financier. Et dans une période d'incertitude, qui est la période qui s'ouvre avec les élections européennes, le remplacement du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, par on ne sait qui, il se pourrait que ça limite justement la volatilité de l'euro et que ça permettrait d'avoir un impact positif sur cette situation financière. Et pour résumer, il me semble que c'est un problème britannique et que les Britanniques sont en train de s'en rendre compte. Et ça aurait un impact, ça devrait avoir un impact négatif sur leur économie. En revanche, ça peut avoir un impact positif sur la zone euro si certains exportateurs, comme par exemple les vins de champagne ou qui sont particulièrement concernés par les exportations britanniques, se réorientent vers d'autres régions. Et on rejoint aussi cette histoire de flux de commerce. C'est très rapide et très facile. Et là, c'est pas dans les modèles. Quand on regarde les Allemands, par exemple, quand ils ont vu que la Chine ralentissait, tout de suite, ils ont accru leurs exportations vers les États-Unis. Les Italiens aussi, d'ailleurs. Donc ça va extrêmement vite. Et on peut faire l'hypothèse que les principaux exportateurs au Royaume-Uni puissent se réorienter vers d'autres zones. Delphine Escudero, cabinet Weston, merci pour ces premiers échanges. Vous avez évoqué certains risques à court terme. Moi, j'aurais aimé avoir votre avis sur un risque qui est souvent pointé, notamment, on sait que le Forum économique mondial va bientôt en parler, c'est le risque écologique, le réchauffement climatique notamment. J'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet-là, et notamment quels seraient selon vous les leviers publics ou privés qui seraient nécessaires à intensifier si on veut être en ligne avec certains des objectifs et puis certaines des prévisions qui disent qu'il nous reste 12 ans avant, selon certaines études économiques que vous connaissez sûrement mieux que moi, que les conséquences soient irréversibles, entre guillemets. Qui veut? Vous n'êtes pas obligé de répondre tous les deux, mais vous pouvez répondre tous les deux. Oui, on peut prendre la question dans les deux sens. Il y a deux risques environnementaux. Si on ne fait rien, comme vous savez, on est aujourd'hui sur une trajectoire CO2 qui aboutit... Alors, les modèles ont des très gros écarts types, hein, même si on a les modèles du GIEC, mais qui aboutit en moyenne à un réchauffement de l'ordre de 3,5-3,7 degrés de la planète à la fin du siècle. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans la grande glaciation, qui doit être 30 000 avant Jésus-Christ, la température était 5 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Hein, et il y avait 3 km de glace sur le Royaume-Uni, ce qui règle le problème du Brexit très rapidement. Hein. Et donc, c'est pour vous donner l'idée de ce que ça fait 3,7 degrés. C'est monstrueux. Et on n'a aucune idée des conséquences. Alors les modèles, par exemple, sur le niveau de la mer, si on a 3,7 degrés de réchauffement, ont des écarts types tellement énormes que les chiffres sont très très imprécis. Donc voilà, donc on a un risque et on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Il faut arrêter d'émettre complètement du CO2 net, parce qu'il y a une petite marge de flexibilité vers 2060, 2065. Et donc, il faut avoir une trajectoire CO2 à partir de maintenant jusqu'en 2065. Et si vous regardez, il faudrait commencer à moins 2,5, moins 3% par an pour le CO2 mondial, hein, à partir de maintenant, pour arriver à zéro. Hein, et on est à plus 1,5. Hein, donc, on est 4 points en 2018 au-dessus de la trajectoire CO2 qui est cohérente avec 2 degrés, disons, de température avec une petite marge d'erreur. Donc, voilà, donc on sait ça. On sait aussi que pour y aller, il faudrait un prix mondial du CO2 qui commence à 40 € la tonne aujourd'hui et qui arrive vers 100 € la tonne entre 2025 et 2030. Alors le prix européen est presque à 30 €, mais c'est juste l'Europe. Hein, donc voilà. Mais dans l'autre sens, je voudrais aussi, il me semble que dans le débat public, on devrait avoir beaucoup plus de transparence sur les coûts de cette trajectoire, si on avait cette trajectoire vertueuse. Je vais prendre juste 2 exemples. Un, l'industrie automobile. L'industrie automobile européenne emploie 5 millions de personnes. Et si on passait très rapidement, d'ailleurs avec les règles communautaires d'émissions de CO2, les moins 37% d'émissions des voitures en 2030, il va falloir avoir à peu près un mix où on passera de 1 à 50% de voitures électriques dans les voitures vendues. Le problème de la voiture électrique, c'est que 40% de sa valeur, c'est une batterie qui est fabriquée à peu près exclusivement en Chine. Alors peut-être que les Européens, on parle d'Airbus, de la batterie, mais en tout cas, l'avance des Chinois est terrible. Et donc, on a une perte de valeur dans l'industrie automobile ouest-européenne sur cette trajectoire environnementale, enfin, qui respecte les règles climatiques.
Certains pensent qu'on perdra dans les 10 prochaines années 1,5 million d'emplois dans l'automobile en Europe de l'Ouest. Sauf si on est capable de fabriquer des batteries compétitives d'ici là, mais ça paraît compliqué. Et le deuxième sujet sur lequel il n'y a pas de transparence dans le débat public, c'est le prix de l'énergie entièrement renouvelable. Pour une raison assez simple, alors il y a des calculs assez simples à faire, c'est que si on n'a que des renouvelables, et si même vous avez réglé le problème du stockage, à cause de l'intermittence, il faut que vous ayez une capacité qui soit 3 fois la demande. Quand vous avez du vent ou du soleil, vous produisez 3 fois la demande, vous stockez les 2 tiers et vous le rendez quand il n'y a plus de vent et plus de soleil. Donc les CAPEX, c'est 3 fois les CAPEX qui permettent de satisfaire la demande. Et donc vous avez un prix de l'énergie. Et vous n'avez pas ça aujourd'hui puisque vous associez aux renouvelables une énergie d'origine, en général c'est une turbine à gaz qui gère l'intermittence. Mais s'il n'y avait que des renouvelables, votre énergie serait 3 fois plus chère. De toute façon, plus le stockage. Plus le coût du stockage, plus alors les gens très sophistiqués qui font les calculent le coût d'une éolienne fabriquée avec de l'énergie éolienne. Et ça, c'est horrible, quoi. C'est quand on fait l'éolienne avec du pétrole, quoi. Faut pas oublier. Donc voilà. Et donc en réalité, dans le débat public, et c'est important, il me semble aujourd'hui, il faudrait au moins avoir le courage de dire que si on va à 100% de renouvelables, le transport sera incroyablement plus cher qu'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, alors qu'on nous passe un message totalement lénifiant et qui est juste pas vrai.